Je m'appelle Marcos. Et si vous avez aussi plus de 50 ans, si vous avez passé la majeure partie de votre vie adulte à construire quelque chose de réel, que ce soit une entreprise, un portefeuille d'investissement, une carrière, une réputation, et j'ai besoin que vous vous installiez avec quelque chose d'inconfortable pendant les prochaines minutes. Parce que ce que je vais partager avec vous n'est pas une stratégie pour accumuler davantage. C'est, à bien des égards, le contraire. C'est une vérité silencieuse à laquelle la plupart des hommes et des femmes de notre génération n'arrivent qu'après que le mal est déjà fait. Et j'aimerais vous épargner cela. J'ai observé la richesse s'accumuler autour de moi pendant des décennies. J'ai vu des fortunes se construire et j'ai vu des fortunes se détruire. Je me suis assis en face d'hommes dont les patrimoines atteignaient des chiffres astronomiques et qui ne pouvaient pas dormir. J'ai connu des femmes qui avaient atteint tout confort matériel imaginable et qui ressentaient pourtant un type de vide qu'aucune nouvelle acquisition ne pouvait combler. Et moi-même, à ma façon, je suis arrivé au même carrefour qui finit par trouver toute personne sérieuse ayant passé sa vie dans une quête sérieuse du succès. Le carrefour où vous êtes contraint de vous demander, était-ce vraiment ce que cela devait être ? Voici ce que je sais maintenant être absolument vrai. Et je le dis avec la sérénité que l'on acquiert qu'en ayant vécu assez longtemps pour voir l'histoire se compléter chez les autres et, en partie, en soi-même. La richesse, la vraie richesse, n'est pas ce qu'on nous a dit qu'elle était. La version qu'on nous a vendue dans nos 20 et 30 ans, la version qui ressemblait à un chiffre sur un relevé de compte, ou à une adresse précise, ou à la bonne voiture dans le bon garage, cette version était une illusion très sophistiquée. Ce n'était pas exactement un mensonge. L'argent a compté. La discipline pour le construire a compté. La résilience nécessaire pour survivre aux baisses, aux crises, aux revers, tout cela compte. Mais la version qu'on nous a vendue était profondément incomplète. Et cette incomplétude a des conséquences qui apparaissent, avec une clarté dévastatrice, quelque part aux alentours de la soixantaine. Laissez-moi vous emmener à ce moment-là. Parce que je crois que si vous êtes dans la cinquantaine en ce moment, c'est la préparation la plus importante que vous puissiez faire. Quand on est jeune, dans les 20 et 30 ans, on opère avec une logique simple et convaincante. Plus d'argent équivaut à plus d'options. Plus d'options équivalent à plus de liberté. Plus de liberté équivaut à une meilleure vie. Et cette logique n'est pas entièrement fausse. Elle est simplement incomplète. Parce que ce que cette logique omet, c'est la question de ce que vous faites pendant que vous construisez. Elle traite la phase d'accumulation comme si c'était une salle d'attente, comme si la vie allait vraiment commencer une fois que le chiffre serait suffisamment grand. Alors vous travaillez de longues heures. Vous acceptez les réunions. Vous sacrifiez les soirées. Vous manquez des choses. Vous vous dites que vous vous rattraperez plus tard. Et puis le plus tard arrive. Pour certaines personnes, il arrive graduellement, comme la marée qui se retire. Pour d'autres, il arrive avec la force brute d'un événement unique, une alerte de santé, un divorce, la mort d'un proche, la prise de conscience silencieuse que les enfants ont grandi pendant que vous étiez dans une salle de réunion. D'une façon ou d'une autre, il arrive. Et quand il arrive, vous regardez ce que vous avez construit et vous ressentez quelque chose que vous ne vous attendiez pas à ressentir. Pas exactement de la fierté. Pas exactement de la satisfaction. Quelque chose de plus silencieux et de plus troublant que cela. Une sorte de vide. J'ai observé ce schéma chez des personnes extraordinaires et des dirigeants d'entreprises du CAC 40, des entrepreneurs qui ont traversé plusieurs cycles économiques, des investisseurs qui ont su préserver leur capital malgré les secousses des marchés financiers et la lourdeur d'une fiscalité qui ne cesse de se réinventer, et des individus d'une intelligence et d'une réussite authentique. Et le schéma est constant. Le grand jalon arrive. L'affaire se conclut. La session se réalise. Le chiffre tombe sur le compte. Et en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, une dépression suit. Pas nécessairement une crise clinique, mais une platitude. Une absence soudaine de ce qui vous animait. Parce que l'objectif était le carburant, et maintenant l'objectif a disparu, et vous réalisez que vous n'avez jamais rien construit en dessous. Vous n'avez jamais cultivé les choses qui vous soutiendraient vraiment une fois que la quête serait terminée. Pour ceux d'entre nous qui ont atteint la soixantaine, nous comprenons maintenant quelque chose que notre version plus jeune n'aurait pas pu accepter. On peut avoir quelqu'un qui vous explique cela. On peut l'entendre lors d'une conférence. On peut le lire dans un livre. Mais cela n'atterrit pas, vraiment n'atterrit pas, jusqu'à ce que vous soyez au cœur de l'expérience elle-même. Et c'est là la tragédie de cette vérité particulière, elle arrive exactement au moment où beaucoup de gens ont le sentiment qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Je veux être très direct avec vous ici, il n'est pas trop tard.
Mais cela exige de l'intention, et cela exige que vous cessiez de traiter les relations, la santé et la vie intérieure comme des choses auxquelles vous vous consacrerez éventuellement. Parce que l'éventuellement a une façon de devenir jamais. Maintenant, laissez-moi vous donner le cadre que je crois valoir vraiment la peine de construire autour d'une vie. Parce que ce n'est pas une conversation sur l'abandon de l'ambition. Ce n'est pas la leçon. La leçon porte sur le séquençage et sur la compréhension de ce qui se compose et de ce qui ne se compose pas. Il y a un concept en finance que tout investisseur sérieux comprend intuitivement. Les intérêts composés. L'idée que ce qui compte n'est pas seulement le rendement d'une année donnée, mais la trajectoire sur des décennies. La patience nécessaire pour laisser quelque chose se construire sur lui-même. La discipline de ne pas l'interrompre. Quiconque a vu une assurance vie bien gérée progresser sur 20 ans, en résistant à la tentation de la racheter à chaque soubresaut des marchés, connaît cette logique dans ses os. Ce que la plupart des gens n'appliquent jamais avec cette même logique, ce sont leurs relations. Et c'est l'omission la plus coûteuse de notre génération. La confiance entre des personnes qui se connaissent à travers le temps se compose sur les années et les décennies de la même manière qu'un portefeuille bien géré. La personne qui a investi 20 ans dans une amitié, dans un mariage, dans une relation avec ses enfants, cette personne possède quelque chose qui ne peut pas s'acheter, ne peut pas être reconstitué rapidement et ne peut pas être falsifié. C'est l'un des très rares actifs qui s'apprécient sans que la fiscalité ou l'inflation viennent l'éroder. Mais comme tout instrument qui se compose, il nécessite des dépôts réguliers. On ne peut pas ignorer un compte pendant 15 ans et s'attendre à ce que le solde soit encore là. Ce que j'ai vu, encore et encore, dans les cercles où existe une richesse sérieuse, que ce soit parmi ceux qui ont bâti leur patrimoine dans l'immobilier locatif parisien au fil des décennies, ou ceux qui ont su naviguer entre les soubresauts des marchés et les réformes successives d'un système de retraite par répartition qui inquiète de plus en plus, ou encore ceux qui ont laborieusement optimisé leur transmission face à une fiscalité successorale parmi les plus lourdes d'Europe, c'est que les gens qui ont choisi l'affaire plutôt que la table du dîner, la négociation plutôt que la pièce de théâtre scolaire, le vol supplémentaire plutôt que la conversation à la maison, ces gens-là sont arrivés à 60 ans avec des portefeuilles financiers extraordinaires et presque rien d'autre. Pas rien. Mais très proche de rien qui comptait de la façon dont ça compte. Et voilà ce qu'il faut savoir sur ce type de pauvreté, elle est entièrement invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin d'y puiser. Vous passez des années sans la remarquer. Et puis arrive un moment où vous avez besoin de la chaleur de personnes qui vous connaissent vraiment, et le compte est vide. Et aucun virement bancaire au monde ne peut réparer cela dans le temps imparti. J'ai un jour observé un homme genuinement brillant, quelqu'un qui avait bâti et cédé plusieurs entreprises au cours de sa carrière, à décrire le dîner de son 60e anniversaire. Il avait réservé une grande table dans l'un des meilleurs restaurants de Paris. Une salle privée. Il n'avait pas lésiné sur les moyens. Et quand il a compté les personnes dans cette salle qu'il avait le sentiment de pouvoir appeler à 3 heures du matin si quelque chose tournait très mal, il en a compté 2. 2 personnes. Dans une salle de 40. Cette image est restée avec moi pendant longtemps. Parce que le ratio dit tout sur le rendement d'une certaine stratégie d'investissement. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez sur la relation entre l'argent et le temps, car elle est fréquemment mal comprise même par des personnes très sophistiquées. L'argent, quand il est suffisant, quand il dépasse un certain seuil de sécurité authentique, ne continue pas à produire du bonheur en proportion de sa croissance. Ce qu'il produit est quelque chose de plus précis que cela. Il produit du temps. Il produit de l'optionnalité. La capacité de dire non aux choses qui ne méritent pas vos heures. La capacité d'être présent dans les moments qui le méritent. Et c'est genuinement précieux. C'est un véritable bénéfice de la discipline financière et de la construction du patrimoine. Mais ce bénéfice est entièrement contingent à ce que vous choisissez de faire de ce temps une fois que vous l'avez. J'ai connu des hommes qui ont pris leur retraite avec toutes les ressources financières dont ils pourraient jamais avoir besoin et qui sont immédiatement devenus misérables, parce qu'ils avaient externalisé toute leur identité, tout leur sens de l'utilité, tout leur rythme quotidien au travail lui-même. Et quand le travail s'est terminé, il n'y avait rien en dessous. Ils avaient passé des décennies à accumuler les ressources pour finalement vivre comme ils le souhaitaient, mais ils n'avaient jamais défini à quoi ressemblerait vraiment cette vie. Ils avaient confondu le véhicule avec la destination. Pour ceux d'entre nous qui sont dans les derniers chapitres de notre vie professionnelle, ou qui ont déjà traversé cette transition, c'est là le vrai travail maintenant. Pas l'optimisation financière, bien que cela compte. Pas la planification de la transmission, bien que cela compte aussi. Le travail, c'est l'architecture intérieure.
Comprendre ce qui donne genuinement du sens à vos journées quand le tableau de bord n'est plus seulement financier. Je veux vous donner quelque chose de concret. Parce que je crois que la lentille corrective la plus puissante qui existe pour la façon dont nous mesurons le succès, c'est de regarder ce que les gens auraient souhaité faire différemment quand ils sont au bout de tout. Il existe des recherches menées auprès de personnes en soins palliatifs, des personnes suffisamment proches de la fin pour que les rationalisations habituelles aient disparu. Et le schéma de ce qu'elles regrettent est si constant, si précis, et si différent des choses que notre culture récompense, qu'il mérite toute votre attention. Le premier et le plus commun des regrets est celui-ci. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Réfléchissez à ce que cela signifie un instant. Cela signifie qu'une partie significative des décisions qui ont défini leur vie, la carrière qu'ils ont choisie, le chemin qu'ils ont suivi, le personnage qu'ils ont construit et maintenu pendant des décennies a été bâti autour des attentes et des jugements de personnes qui ne sont pas eux. Il y a un type particulier d'impôt invisible que les personnes ambitieuses paient tout au long de leur vie, qui est le coût de performer le succès pour un public. De prendre des décisions basées sur la façon dont elles vont paraître plutôt que sur la façon dont elles vont se sentir. Et à la fin, avec une extraordinaire constance, les gens rapportent que c'était parmi les choses qu'ils auraient le plus aimé faire différemment. Le deuxième regret est l'un de ceux qui pèsent lourd pour ceux d'entre nous qui ont été sérieux dans notre vie professionnelle. J'aurais aimé ne pas avoir autant travaillé. Maintenant, avant que quiconque conclue que c'est une permission pour l'oisiveté ou la médiocrité, ce n'est pas le cas. Le regret ne porte pas sur la qualité du travail ni sur l'ambition qui le sous-tendait. Il porte sur le déplacement. Les choses qui ont été mises de côté. Les occasions d'être genuinement présent, pas physiquement présent, mais mentalement, émotionnellement présent, qui ont été sacrifiées aux exigences toujours actives de construire et de maintenir une carrière. C'est un regret qui touche de façon disproportionnée les personnes qui étaient les plus sérieuses, les plus motivées, les plus engagées dans l'excellence. Parce qu'elles ont donné le plus au travail, elles ont payé le prix relationnel le plus élevé pour cela. Troisièmement, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Pour beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont construit leur identité autour de la compétence, de la force et de la projection du contrôle, l'expression émotionnelle a toujours semblé être un passif. Une vulnérabilité à gérer plutôt qu'une vérité à honorer. On nous a souvent élevés à la contenir, à la traiter en privé si tant est qu'on la traitait, à mener avec la logique et à retenir le matériau plus doux. Et pourtant, à la fin d'une vie, avec une absolue constance, les gens rapportent que ce qu'ils auraient souhaité faire différemment, c'est d'avoir dit davantage. D'avoir été plus transparent sur l'amour, sur la gratitude, sur la difficulté. D'avoir laissé les personnes autour d'eux les voir plus pleinement. Il y a une profonde solitude dans ce regret. La solitude d'avoir été entouré de personnes qui se souciaient profondément de vous, et de les avoir maintenues à distance prudente toute sa vie. Quatrièmement, et celui-ci parle directement de ce que je crois être un problème pratique et soluble, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Les amitiés du début de la vie et celles qui se sont formées avant que quiconque ait quoi que ce soit, avant que quiconque performe quoi que ce soit, ces amitiés sont irremplaçables. Elles portent une version de vous qui n'est pas conditionnée par votre succès ou votre position. Mais elles nécessitent de l'entretien. Elles nécessitent de l'intention. Ce qui tend à se produire au fur et à mesure que les carrières s'intensifient et que les familles grandissent, c'est que les vieilles amitiés s'éloignent silencieusement. Non pas par conflit ou rupture. Simplement par le poids accumulé des appels non rendus, des occasions manquées et du confortable présupposé qu'il y a toujours plus de temps. Et puis une décennie devient 2, et 2 deviennent 3, et vous regardez autour de vous et réalisez que les personnes qui vous connaissaient à 22 ans ne vous connaissent plus vraiment. La distance est trop grande pour la franchir facilement. Et la solitude d'une vie sans ce type de témoin des personnes qui ont vu tout l'arc, pas seulement les moments forts, est un type particulier de solitude. J'ai connu un homme qui avait observé cela dans sa propre vie assez tôt pour faire quelque chose à ce sujet. C'était quelqu'un qui appliquait la discipline d'un opérateur d'entreprise sérieux à ses relations personnelles. Il m'a dit un jour qu'il avait géré des entreprises avec des plans détaillés et des objectifs annuels, des trajectoires sur plusieurs années, des examens réguliers pour savoir s'il était sur la bonne voie. Et à un moment donné, il a réalisé qu'il n'avait jamais appliqué ce même sérieux à sa famille et à ses amitiés. Il ne s'était jamais assis pour se demander « À quoi est-ce que je veux vraiment que cela ressemble dans 10 ans ? Qu'est-ce que le succès signifierait ici ? Qu'aurais-je besoin de faire de façon constante pour que ce soit le résultat ?» Et alors il a construit ce plan. Il a identifié un lieu de rassemblement, une belle maison de campagne dans le Luberon, ce genre d'endroit où le temps retrouve une autre cadence,
loin de l'agitation parisienne, et il s'est engagé à réunir ces gens à intervalles réguliers tout au long de l'année. Non pas comme un luxe, comme une pratique, comme quelque chose qu'il protégeait avec la même férocité avec laquelle il protégeait son agenda d'affaires. Et ce qui a résulté de cet investissement délibéré était exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de toute position bien gérée à long terme. Cela s'est composé. Les relations se sont approfondies. Les traditions sont devenues des points d'ancrage. Les personnes qui venaient savaient qu'elles étaient genuinement désirées, pas simplement ponctuellement rappelées. Et il est arrivé à ces années ultérieures avec le type de richesse relationnelle qui, de mon observation, est genuinement rare parmi les hommes qui ont été sérieux quant au succès financier. Ce n'est pas un accident. C'est le rendement d'un type spécifique d'investissement, réalisé de façon constante dans le temps. Le cinquième et dernier regret de ces réflexions à la fin de la vie est peut-être le plus subtil: j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Il y a quelque chose de frappant dans cette formulation. Paf, j'aurais aimé avoir été plus heureux, comme si le bonheur était une condition imposée de l'extérieur, quelque chose qui vous arrive. Mais je me serais permis. Comme si l'obstacle était interne. Comme si quelque chose en eux avait résisté. Je crois que ce qui est décrit là, c'est la façon dont les personnes très motivées, très sérieuses, apprennent à habiter un type d'insatisfaction de faible intensité comme condition permanente. Parce que l'insatisfaction est utile. C'est le carburant de l'ambition. Elle vous maintient affamé. Elle prévient la complaisance. Et ainsi, au fil des années et des décennies, le récit intérieur devient celui d'une incomplétude perpétuelle. La prochaine chose sera celle qui réglera enfin tout. La prochaine affaire. Le prochain niveau. La prochaine étape. Et le contentement devient quelque chose que l'on reporte indéfiniment, parce que lui permettre d'arriver semble être une capitulation de l'inquiétude même qui vous avait rendu productif. Mais voici ce que j'en suis venu à comprendre sur cet échange. L'inquiétude ne se convertit jamais automatiquement en paix. On ne gagne pas la paix par une accumulation suffisante. La paix est une pratique, pas un prix. Elle nécessite que vous permettiez vraiment au moment présent, pas au futur projeté, pas au bilan historique de ce que vous avez construit, mais à l'actuel moment présent d'être suffisant. C'est genuinement difficile pour des personnes qui ont passé des décennies à s'entraîner à ne voir le présent que comme une rampe de lancement vers la prochaine chose. C'est une compétence différente. Elle peut se développer. Mais elle doit être développée activement, pas attendue. Pour ceux d'entre nous qui dépassent les 60 ans, ou qui s'en approchent, je veux offrir ce que je crois être le seul tableau de bord qui compte vraiment. Pas la valeur nette du patrimoine. Pas l'historique des performances. Pas la collection de choses accumulées. Le vrai tableau de bord est celui-ci: qui est autour de vous? Les personnes qui comptent pour vous sont-elles genuinement heureuses d'être en votre compagnie? Êtes-vous suffisamment en bonne santé pour être présent dans les expériences que la vie a encore à offrir? Avez-vous dit les choses qui doivent être dites aux personnes qui ont besoin de les entendre? Et quand vous êtes silencieux, genuinement silencieux, sans distraction ni anesthésie, ressentez-vous quelque chose qui ressemble à la paix? Si la réponse à l'une de ces questions est inconfortable, cet inconfort n'est pas un verdict. C'est une information. C'est un retour, pas un échec. Et l'avantage profond de là où nous en sommes dans la vie, ceux d'entre nous qui sont arrivés à cette étape avec des ressources, de l'expérience et encore une certaine piste devant nous, c'est que nous avons à la fois la perspective pour comprendre ce qui comptait, dans bien des cas, les moyens d'y investir délibérément. La définition du succès que j'ai aujourd'hui est très différente de celle que j'avais à 30 ans. À 30 ans, le succès était un chiffre. Un seuil qui, une fois franchi, validerait tout ce qui était venu avant. Aujourd'hui, le succès ressemble à un après-midi ordinaire qui n'a pas été gaspillé. Une conversation qui est allée assez profondément pour signifier quelque chose. Une relation qui est encore intacte, encore chaleureuse, encore réciproque. Un corps qui fonctionne assez bien pour me permettre d'être utile et présent. C'est ça, le succès. Non pas à la place de la sécurité financière, vous avez besoin de cette fondation, et je ne suggérerai jamais le contraire. Mais en plus d'elle. Construit à ses côtés. Et pour ceux qui l'ont négligé, reconstruit dans le temps qu'il reste. L'argent est un outil. Un outil sérieux, important, genuinement puissant. Il achète du temps. Il crée des options. Il peut financer le type de vie intentionnelle dont je parle depuis tout à l'heure. Mais il ne s'organise pas tout seul en une vie significative en votre nom. Cette partie nécessite quelque chose qui ne peut pas être délégué et qui ne peut pas être acheté.
Elle nécessite votre véritable attention, sur un vrai temps, dirigée vers les vraies personnes et les vraies pratiques qui constitueront votre vie lorsque le chapitre professionnel se fermera enfin. Nous appartenons à une génération qui a été enseignée, à juste titre, que la discipline financière compte. Que construire avec sagesse et épargner avec patience même dans les années où la fiscalité semblait engloutir autant que ce que l'on construisait, même lorsque les marchés vacillaient et que l'immobilier parisien semblait la seule valeur refuge, même face aux incertitudes croissantes d'un système de retraite par répartition dont personne ne sait vraiment ce qu'il sera encore capable de garantir dans 20 ans. Protéger ce que vous avez accumulé est un travail sérieux et important. Et c'est le cas. Mais on ne nous a pas appris, ou si on nous l'a enseigné, nous n'étions pas enclins à écouter que la vie intérieure nécessite la même qualité de discipline. Que les relations nécessitent une stratégie et un calendrier d'entretien. Que la santé est une place d'actif avec sa propre logique de composition. Que la présence est une compétence qui s'atrophie sans pratique. Ceux d'entre nous qui ont bâti des vies financières substantielles ont déjà démontré qu'ils possèdent les qualités nécessaires pour bien construire. La patience. La volonté de différer la gratification. La capacité de travailler de façon constante vers un objectif lointain. Ce que je suggère, c'est simplement que ces mêmes qualités, appliquées aux dimensions non financières d'une vie, produiront des rendements tout aussi réels et considérablement plus durables. L'argent que vous laisserez derrière vous sera dispersé. La sagesse incarnée dans vos relations est l'exemple d'une vie genuinement bien vécue, la chaleur d'une famille qui vous a vraiment connu, la marque laissée sur les personnes façonnées par votre présence, c'est là le legs qui ne se déprécie pas. Voilà ce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Et si vous avez plus de 50 ans et que vous avez reconnu quelque chose de votre propre vie dans ce que j'ai dit ce soir, j'espère que vous le recevrez non pas comme une raison de regretter, mais comme une raison de commencer.